Ouverture ce matin au palais présidentiel du premier séminaire gouvernemental de l'année sous la présidence du chef de l'État. Une rencontre réunissant la quasi-totalité des ministres et le président Ouattara avec en toile de fond l'adoption du programme de travail gouvernemental pour l'année 2013. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir un prêt de 10,8 milliards de francs CFA auprès du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, des fonds pour financer le bitumage de l'axe Bouna-Doropo à la frontière ivoiro-burkinabé. La convention de prêt a été signée hier. Et puis l'actualité internationale marquée par l'ouverture à Rome du très attendu conclave pour élire le successeur de Benoît XVI. Un successeur pas encore connu, une épaisse fumée noire s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine ce soir pour signifier qu'un premier vote des 115 cardinaux n'a pas permis d'élire un nouveau pape. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Il s'est ouvert ce matin au palais présidentiel, le premier séminaire gouvernemental de l'année, sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Une rencontre de 48 heures réunissant la quasi-totalité des ministres autour du président de la République avec en toile de fond l'adoption du programme de travail gouvernemental pour l'année 2013. Occasion pour les membres de l'équipe gouvernementale également de faire succinctement le bilan de leurs actions au cours de l'année 2012 afin d'évaluer leur efficacité et leur impact sur le quotidien des Ivoiriens. Les précisions de Viviane Haïm. Le séminaire gouvernemental consacré à l'adoption du PGT 2013, c'est-à-dire le programme de travail du gouvernement durant l'année 2013, s'est réuni ce mardi matin au palais présidentiel. Tous les ministres étaient présents. Le président de la République en a présidé l'ouverture. Ce séminaire gouvernemental, tout comme le précédent qui s'est tenu en 2011, toujours au palais présidentiel, va permettre, comme l'a expliqué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, au gouvernement d'harmoniser son travail en définissant des actions prioritaires et en adoptant un plan d'action cohérent. Un volet de ce séminaire sera consacré au bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année 2012. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'adoption du programme de travail gouvernemental est un moment fort du processus de travail gouvernemental. En effet, le PTG permet au gouvernement de se doter d'un plan d'action cohérent, lui donnant une claire visibilité et lisibilité et induisant ainsi pour lui la capacité de mesurer son efficacité et de faire une bonne évaluation de ses résultats. Nous savons que nos compatriotes attendent du gouvernement qu'il tienne ses engagements, lesquels ont été consignés notamment dans le plan de développement PND 2012-2015. Et le PTG, qui est la traduction annuelle du PND, est un instrument d'impulsion de l'action gouvernementale qui fait ressortir les activités devant être concrétisées sur le terrain par les différents ministères, chacun selon ses attributions. Un autre problème récurrent auquel j'entends apporter une réponse à partir du PTG est celui de la programmation des projets de texte et de communication inscrits à l'ordre du jour des conseils. Le PTG, une fois adopté, devrait faciliter la programmation glissante des projets de loi, de décrets et de communication en conseil de gouvernement et en conseil de ministres. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui veut impulser cette clarté à l'action gouvernementale, a recommandé aux ministres de n'avoir qu'une seule et unique préoccupation au cours de leurs travaux, le bien-être de la population. À plusieurs occasions, j'ai interpellé certains ministres, le ministre chargé de l'énergie par rapport aux coupures d'électricité, le ministre chargé des infrastructures pour les problèmes d'eau à Yopougon et ailleurs. Donc ce sera une occasion de dire quelle réponse vous donnerez à nos compatriotes sur ces différents manquements. Nous savons tous qu'en raison du déficit de développement que nous avons connu depuis de nombreuses années, nos compatriotes attendent beaucoup de nous, bien sûr en matière de sécurité, mais au-delà. Dès lors, il importe que chaque membre du gouvernement redouble d'efforts et d'imagination afin d'apporter des solutions concrètes aux besoins et aux attentes de nos populations. C'est un défi que le gouvernement devra s'atteler à relever au cours de cette année afin que chaque ménage puisse ressentir davantage les retombées des efforts déployés, notamment l'assainissement du cadrage macroéconomique,
la gestion rigoureuse des ressources qui conduisent bien sûr à une croissance forte et inclusive. Vous comprendrez donc l'intérêt particulier que revêtent les travaux de ce séminaire et l'intérêt que j'accorde personnellement à vos travaux. Le conclave ministériel s'achève mercredi après-midi. Les ministres présenteront alors leur copie au président de la République. Autre sujet, le président de la République du Liban, le général Michel Sleiman, accompagné de son épouse, de plusieurs membres du gouvernement et d'hommes d'affaires libanais, est attendu ce jeudi en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Une visite pour réchauffer l'axe Abidjan-Beyrouth. Il est le 11e président de cette République libanaise depuis l'indépendance du pays, qui est donc le général Michel Sleiman. Le président libanais a accédé à la présidence de la République du Liban en 2008. Retour en image sur la carrière politique et militaire de l'homme, c'est avec Marie-Laure Ngouan. Le général Michel Sleiman est le 11e président de la République libanaise depuis l'indépendance du pays en 1943. Titulaire d'une licence en sciences politiques et administratives, il accède à la présidence de la République en 2008. À cette époque, les différents partis politiques libanais s'accordent à soutenir sa candidature à la magistrature suprême comme candidat de compromis pour succéder à Émile Laoud, dont le mandat était arrivé à expiration le 23 novembre 2007. Mais son élection sera maintes fois reportée à cause des profonds désaccords politiques entre la majorité parlementaire et l'opposition. 25 mai 2008, le Parlement lève l'équivoque, considère que les fonctions de commandant en chef de Michel Sleiman ne lui interdisent pas de devenir président de la République et l'élit par 118 voix sur 127, ce qui met fin à 6 mois de vacances de la présidence de la République libanaise. Sa carrière militaire, il la débute en 1970. À l'école militaire du Liban, il suit une formation et obtient le diplôme de sous-lieutenant. 1971, en Belgique, il poursuit sa formation militaire avant de se rendre en France la même année où il obtient un diplôme en technique d'état-major 10 ans plus tard, en 1981. Michel Sleiman a occupé plusieurs postes de commandement au cours de sa carrière militaire. Sa dernière nomination, 21 décembre 1998, date à laquelle il est nommé commandant en chef de l'armée libanaise. Après Fouad Chehab et Émile Laoud, Michel Sleiman est ainsi le 3e commandant en chef de l'armée à accéder à la présidence de la République au Liban. Le président libanais, qui maîtrise 2 langues étrangères, l'anglais et le français, est marié depuis 1973 et père de 3 enfants. Et puis, Madame le ministre de la Communication invite les organes de presse intéressés par la couverture médiatique de la visite officielle du général Michel Sleiman, le président de la République du Liban, prévu du 14 au 16 mars 2013 en Côte d'Ivoire, a communiqué le nom de leur rédacteur au ministère de la Communication en vue de leur accréditation. À cette fin, les organes peuvent joindre les contacts suivants. Adresse mail communication@communicationci.org et au numéro de téléphone 20 22 27 70 07 48 53 78. On s'intéresse au reste de l'actualité nationale avec cette série de rencontres hier à la primature. Daniel Kablan-Duncan a reçu des opérateurs économiques chinois et des diplomates dans la ligne de mire, le renforcement de la coopération économique entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec les partis politiques membres du cadre permanent de dialogue. Les détails avec Alexis Ouedraogo. Ambiance, bon enfant, échange de présents. Lundi soir à la primature, la coopération sino-ivoirienne à l'honneur. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a reçu une délégation de diplomates et d'opérateurs économiques chinois. La délégation était conduite par le président de la table ronde sur la coopération sino-africaine, J.P. Ding. Je suis vraiment très heureux de constater que ces dernières années, la Côte d'Ivoire a réalisé la réconciliation nationale, la paix, le redressement économique et joue désormais un rôle de plus en plus important dans les affaires régionales et internationales. La Chine considère la Côte d'Ivoire comme bon frère et bon ami. Nous entendons bien travailler ensemble avec la partie ivoirienne pour promouvoir les relations sino-africaines et sino-ivoiriennes. Plus tard dans la soirée, Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec les membres du cadre permanent de dialogue, CPD, une brève réunion. Nous sommes à notre 11e réunion sur
des chapitres bien précis que nous avons divisés en commissions de travail. Nous examinons donc les résultats de ces commissions. Nous avons saisi la main tendue de la paix et de la réconciliation du gouvernement et nous voulons prouver qu'il est possible de s'opposer en Côte d'Ivoire sans belligérance, sans agressivité. Les membres du cadre permanent de dialogue annoncent pour très bientôt la fin du cycle des consultations. Une synthèse sur les acquis et autres points d'attente devrait être annoncée. Candidat à la prochaine élection pour la désignation du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Herminius Blanco Mendoza du Mexique a échangé ce matin avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Charles Dibi Kofi. Le Mexicain est venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à sa candidature. Pour cette élection prévue pour se tenir le 31 mai prochain, 9 candidats sont en lice, dont 2 Africains pour succéder au Français Pascal Lamy. Rappelant que l'Organisation mondiale du commerce, OMC, regroupe à 158 États membres dont la Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a échangé il y a quelques jours à son cabinet avec la conseillère Afrique du président de la République française, Hélène Le Gall. Les 2 personnalités ont abordé la coopération militaire ivoiro-française et la situation au Mali. Abou Sanogo. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre entre le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et la conseillère Afrique du président de la République française, Hélène Le Gall, accompagnée de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. D'abord, la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire, avec en prime des ébauches de solutions à la lutte contre la piraterie maritime. L'occasion a été ensuite offerte au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, de faire le point des avancées sur le déploiement très prochain du bataillon logistique ivoirien au Mali dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. La question de la réforme du secteur de sécurité, qui constitue pour les autorités ivoiriennes une priorité, a été le dernier point à l'ordre du jour de cette séance de travail. J'ai réitéré le soutien de la France à ce que l'armée ivoirienne puisse connaître toutes ces réformes pour être une armée de premier plan dans la région. Sur ce point, Paul Kofi Kofi a salué les efforts déjà fournis par la France dans son appui à l'équipement et à la formation des militaires ivoiriens. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire vient d'obtenir un prêt de 10,8 milliards de francs CFA auprès du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, des fonds pour financer le bitumage de l'axe Bouna-Doropo à la frontière ivoiro-burkinabé. La convention de prêt a été signée hier. Le concours du fonds représente 25% du financement global de ce projet, estimé à 42 milliards de francs CFA. Les travaux sont annoncés pour démarrer à la mi-2013. C'est ce que nous dit Adama Koné. Promesse de chef d'État en novembre 2012 dans le district du Zanzan, début de mise en forme en mars 2013. Le projet de bitumage de la route Bouna-Doropo frontière du Burkina Faso entame la phase de mobilisation des ressources. Acte concret ce lundi 11 mars, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe ouvre ses caisses à l'État ivoirien. L'institution financière consent à octroyer la somme de 10 milliards 800 millions de francs CFA pour la construction de cette infrastructure. Ce prêt est une bonne affaire pour le gouvernement, vu les conditions de remboursement très attractives. Le présent accord est consenti aux conditions financières suivantes: une durée de 20 ans, 4 ans de différé et un taux d'intérêt de 1,5% l'an. Pour la partie koweïtienne, c'est un plaisir de signer cet accord, une autre démonstration de la bonne coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Le projet de la route reliant Bouna à Doropo, longue de 91 km, sort désormais des tiroirs. Le coût global de 42 milliards de francs CFA est également supporté par la BOAD 13 milliards de francs CFA, le Fonds saoudien 14 milliards de francs CFA, la BADEA 6 milliards de francs CFA et l'État ivoirien 4 milliards de francs CFA. Les travaux prévus pour démarrer en juillet 2013 doivent durer 2 ans. Mais déjà, le ministre Nialé Kaba rassure les bailleurs sur la bonne administration des fonds. Je voudrais vous donner l'assurance que ces ressources mises à la disposition de notre pays seront utilisées de façon efficiente pour le financement du projet, conformément aux procédures de gestion des finances publiques. Le bitumage de cette voie va désenclaver les régions de Bouna et faciliter les échanges commerciaux avec le Burkina Faso voisin. Le financement partiel du présent projet porte le concours du Fonds koweïtien en faveur de la Côte d'Ivoire à 22 milliards 200 millions de francs CFA.
En économie toujours, cette information en bref, une mission conjointe du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement séjournera en Côte d'Ivoire du 13 au 27 mars 2013 en vue de procéder à la 3e revue du programme économique et financier 2012-2014 soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC. L'emprunt obligataire TPCI 6,5% 2012-2017 lancé par l'État de Côte d'Ivoire a été coté hier en bourse. La cérémonie a eu pour cadre à la Chambre de commerce et d'industrie du Plateau. Valeur de la première cotation TPCI 6,5% 2012-2017 10 000 francs CFA. Les précisions de Jean-Jacques Wameala. Volume échangé 50 au cours de 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est la valeur nominale de la première cotation de l'emprunt obligataire de l'État de Côte d'Ivoire dénommé TPCI 6,5% 2012-2017, donnée ce lundi à 10h45 par la représentante du ministre en charge de l'économie. Pour une première cotation en bourse, précisent les spécialistes, les résultats sont prometteurs. Nous espérons que cette valeur va rapidement évoluer, aussi bien à la hausse, qu'aussi bien au niveau des volumes échangés et qu'il y aurait beaucoup d'échanges dessus parce que c'est une valeur intéressante qui sert quand même 6,5% tous les ans net d'impôts. L'emprunt obligataire TPCI 6,5% 2012-2017 a été émis par l'État de Côte d'Ivoire du 16 août au 14 septembre 2012. Objectif, financer une partie des investissements prévus dans le budget 2012 en vue de faire face à la reconstruction post-crise. Sur les 60 milliards de francs CFA attendus, 93 milliards ont été mobilisés, signe que l'État de Côte d'Ivoire retrouve sa crédibilité. C'est une opération qui a connu un grand engouement. C'est la signature de l'État. Nous allons encore souper sur le marché pour permettre à tous les opérateurs qui ont des ressources de diversifier leurs placements. Avec cette nouvelle cotation, le Trésor public de Côte d'Ivoire entretient 5 lignes obligataires inscrites à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. BRVM qui occupe désormais la 6e place sur les 23 bourses que compte le continent africain. Voilà. Lancé l'année dernière par l'État de Côte d'Ivoire, cet emprunt obligataire TPCI 6,5% 2012-2017 a connu un réel engouement. Sur 60 milliards de francs CFA attendus, l'État a pu recueillir plus de 90 milliards de francs CFA. Pendant qu'on en parle, vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir ce que c'est un emprunt obligataire. Pour en savoir davantage, suivez ces explications de Jean-Jacques Wameala. Un emprunt est une dette financière à long terme, alors que les dettes à moyen et court terme sont habituellement appelées crédit. Après cette précision, il faut retenir qu'un emprunt est une dette résultant de l'octroi de prêts remboursables à terme et qui participe avec les capitaux propres à la couverture des besoins de financement d'une entreprise. Quant à l'emprunt obligataire, c'est un emprunt qui naît de l'émission d'obligations réparties entre de nombreux prêteurs. Pour souscrire à cet emprunt obligataire, entre autres, les salariés, les banquiers, les industriels et les institutions. En Côte d'Ivoire, l'État a recours à l'emprunt obligataire pour rechercher sur le marché financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, une partie des investissements prévus dans le budget. Pour l'année 2013, ce sont 760 milliards de francs CFA que le Trésor public est appelé à lever sur le marché financier. Les Ivoiriens ont-ils la culture de l'épargne? Quel est leur rapport avec la banque? Le taux de bancarisation de la société ivoirienne est de seulement 14,5%, un faible taux justifié souvent par la pauvreté et l'accès difficile aux prêts. Un tableau peu reluisant et inquiétant même, surtout que l'émergence du pays en 2020 passe par une amélioration de ce taux. Honorina Nigori. Épargner, c'est placer ses économies à la banque. Pour la plupart des Ivoiriens, ce n'est pas aussi facile. En 2010, les chiffres étaient à 10,5%. Au plateau, devant les agences bancaires, les avis sont partagés. Je suis pour la promotion de l'épargne. Parce que l'épargne, ça aide au développement. J'épargne, je suis dans 2 différentes banques. Il faut être prévoyant, il est important de garder quelque chose pour vos vieux jours. Moi, je n'épargne pas. Je garde mon argent. Parce que bon, quand il y a une petite crise comme ça, on a toujours des problèmes. Même quand tu mets ton argent à la banque, que tu en as besoin pour te donner, c'est tout un problème. Tu épargnes. Il faut qu'ils soient prêts quand même aussi à te donner, à venir comme subvention, à te donner des prêts pour pouvoir faire des projets et tout ça. Je n'épargne pas parce que, pour le moment, je suis à l'enquête d'emploi. Épargnant ou pas,
Les Ivoiriens demandent aux banques de faire des efforts pour leur faciliter l'accès, d'autant que le taux de bancarisation est toujours très faible. Fin 2011, seuls 14,5% des Ivoiriens avaient un compte en banque. Avoir un compte bancaire, pour moi, c'est un acte citoyen. Fin 2011, nous sommes passés à environ 14,5% de taux de bancarisation. Donc, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, c'est vrai, ne sont pas encore inscrits dans les livres des banques, mais pour ceux qui y sont, des efforts sont faits afin de constituer progressivement des ressources d'épargne pour les banques. Notre ambition, c'est d'être à l'horizon peut-être 2020, être à au moins entre 40 et 50% du taux de bancarisation, mais ceci demandera des mesures d'accompagnement des autorités à tous les niveaux. La nécessité pour la Côte d'Ivoire de voir les Ivoiriens s'adonner à l'épargne consiste à la relance de l'économie afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a reçu l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour les engager à soutenir la stratégie nationale de protection sociale. La rencontre a eu lieu il y a quelques jours au cabinet du ministre au Plateau. C'était en présence d'Herman Yamia. En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population ont accès à une protection sociale. Les bénéficiaires sont pour la plupart des salariés et leurs ayants droit. Quant au monde paysan et aux opérateurs du secteur informel, rares sont ceux qui bénéficient de ce privilège. C'est donc cette disparité que le gouvernement entend corriger pour permettre à tout citoyen ivoirien d'avoir accès aux services sociaux de base. Une stratégie nationale de protection sociale a donc été élaborée par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sa mise en œuvre va coûter la bagatelle de 400 milliards de francs CFA. Pour engager tous les partenaires techniques et financiers dans ce projet, le ministre d'État en charge des Affaires sociales, Moussa Dosso, a rencontré l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous l'avons esquissé devant nos partenaires techniques pour qu'ensemble, cette stratégie nationale de protection sociale soit le plus largement discutée et qu'ensemble on puisse arrêter un document, un véritable plan et dont la mise en œuvre va s'en trouver aisée, mais surtout, le fait que tous ces partenaires aient contribué et bien que le financement puisse être trouvé. Pourquoi une stratégie nationale de protection sociale? La question a été expliquée aux différents partenaires techniques et financiers à travers un exposé. Les échanges qui s'en sont suivis leur ont permis de se faire une idée de ce projet qui permettra l'accès équitable à des services sociaux de qualité pour l'ensemble de la population. Pour la phase pilote de la mise en œuvre de cette stratégie nationale de protection sociale, les structures les mieux organisées comme la MIGEFSI, les filières et véhicules et Oléa Jeunesse vont servir de boussole. 33 millions de francs CFA, c'est le montant du don fait ce matin par la société japonaise Mitsubishi Corporation au Centre de ressources numériques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le donateur entend ainsi être en contact avec le reste du monde et s'inscrire dans l'ère du changement. La salle multimédia de l'université dispose donc désormais de 37 ordinateurs avec le câblage qui va avec et un ensemble de matériel d'accompagnement. Cet équipement servira également à parfaire la formation des enseignants qui sont appelés à mettre en ligne leurs cours. Bientôt, les anciens locaux de la préfecture de Bouaké feront peau neuve. Les travaux de réhabilitation ont démarré et vont s'étendre sur 4 mois. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale. 56 jeunes issus du projet de réinsertion des ex-combattants sont à la tâche sur le chantier. Le point avec Ouattara Amadou et Diarasouba Larsen. Les anciens locaux de la préfecture de Bouaké connaissent un début de réhabilitation. Cette réhabilitation est une action du programme de construction et de réhabilitation des 18 préfectures par la méthode du chantier école inscrit dans le cadre du projet de réinsertion d'au moins 1000 ex-combattants et jeunes à risque dans le bâtiment et travaux publics BTP. Ce projet est financé par la Banque mondiale. Konéaka, préfet de la région de Bouaké, a effectué une visite sur les sites du chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Ça nous réjouit. Il faut faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Parce que Bouaké n'a rien à gagner
dans ce geste. 56 jeunes, tous de Bouaké, travaillent sur les différents chantiers. Il s'agit du bâtiment principal, de la salle de conférence, des 2 bâtiments annexes et de la clôture qui constituent les 4 grands lots des travaux prévus pour être livrés dans un délai de 4 mois. Si nous avons le matériel et l'approvisionnement à temps, nous pouvons livrer le bâtiment dans le délai qui nous est imparti. La préfecture de Bouaké avait été détruite en février 2010 par une foule de marcheurs excités. Plus de 2 millions de personnes ont été traumatisées lors de la crise post-électorale ivoirienne. Pour aider ces personnes à guérir de leur traumatisme, plusieurs organismes et ONG sont intervenus sur le terrain, chaque structure avec ses méthodes et ses stratégies. Un atelier a été initié aujourd'hui par le Programme national de santé mentale en partenariat avec la Croix-Rouge française basée en Côte d'Ivoire. Les détails avec Francis Boifo. À 50 ans, Simone Konan Afoui a déjà 10 ans de crise derrière elle. Après une première partie de vie à Sakassou, c'est à Bobo, de ville où elle connaît l'horreur en 2002 et 2011 à la suite des crises militaro-politiques. Depuis, elle est malade. Elle fait une dépression nerveuse. Ce que j'ai vécu, je ne peux pas, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mon mari, moi, mes enfants. Maintenant, là, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. C'est l'ONG Cœur Sensible qui a recueilli cette femme dans la rue. La prise en charge psychologiquement, médicalement et lui a installé une cabine cellulaire. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup de cas que nous suivons. À Bobo, Makori, nous avons beaucoup de situations que nous devons suivre. Mais malheureusement, on n'a pas assez de moyens. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et les organisations non gouvernementales ont décidé de mutualiser leurs forces pour aider les 2 millions de personnes traumatisées. Il y a beaucoup d'actions à mener et pas assez de moyens. Ces ONG ayant les moyens ont décidé de nous associer à leurs actions. 3 jours de réflexion pour élaborer une stratégie commune de prise en charge des personnes traumatisées. Les mêmes acteurs se retrouveront au mois de décembre 2013 pour évaluer l'efficacité de ce nouveau dispositif. La Guinée et le Gabon d'accord pour le renforcement de leur coopération culturelle avec la Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs des 2 pays frères l'ont signifié hier lors d'une audience que leur a accordée le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Comme vous le voyez sur ces images, Maurice Bandama et ses hôtes ont examiné les conditions en vue de la création d'un cadre juridique pour activer le volet culturel de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses pays respectifs. Les instruments du savoir, ces livres et autres documents sont désormais disponibles à proximité des résidents de la Riviera 3. Le 4e magasin de la Librairie de France a été officiellement ouvert en présence de l'écrivain, ministre de la Culture, Maurice Kakou Bandama. À cette occasion, il a situé la place et l'importance du livre dans la formation de la conscience d'un peuple. Le point avec Noël Niagno. Au-delà de l'aspect financier, le livre construit une conscience. Le livre permet à un peuple de se libérer de certaines pesanteurs. Le livre donc contribue à former une société de qualité. Pour contribuer à une large diffusion du livre et autres instruments de formation du citoyen de qualité, une librairie est désormais ouverte à proximité des populations de la Riviera 3. Les notables d'Anono, les gardiens de la tradition, ont apporté leur caution. Le premier responsable du groupe est heureux d'ouvrir un autre espace d'expression d'une passion, contribuer à la formation de la graine de demain. La passion d'une équipe qui croit en des valeurs. En ce moment, nous avons décidé de faire un investissement qui ne se réalise pas forcément par des bénéfices. Mais nous sommes comme ceux qui plantent des pépites d'or et qui veulent demain en fait récolter des fruits de diamants. Mais au fait, que gagnent les écrivains? Madame le député de Cocody est d'avis que quelque chose doit être fait. Le droit d'auteur est l'un des droits les plus importants, car il s'agit d'œuvres de l'esprit. Très souvent, quand c'est virtuel, les gens ont du mal à y mettre un prix. Alors que finalement, il y a de nombreux artistes qui ne vivent que de cet art. Pour moi, c'est un cheval de bataille. Un modeste public est venu honorer cette cérémonie de sa présence, distinguée et colorée.
Troisième et dernier titre de ce 20h, une épaisse fumée noire s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine il y a plus d'une heure pour signifier qu'un premier vote des 115 cardinaux électeurs réunis en conclave n'a pas permis d'élire un nouveau pape, comme vous le voir sur ces images. La fumée noire a été accueillie par des boues et des huées de déception sur la place où des milliers de curieux et de fidèles s'étaient retrouvés dans l'attente de la fin du scrutin après le début du conclave sacré cet après-midi. Voilà qui marque à la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.